Aujourd'hui, examinons une affaire de la fin du 19e siècle. Installez-vous, nous partons pour le Canada. Cordelia Vieux est née le 22 juin 1865 à Saint-Scholastique, un village du Québec, Canada. Elle était la plus jeune enfant de Noël Vieux et Émile Charre, et ses parents ont veillé à ce qu'elle reçoive une certaine éducation. Dans les années 1870, le Québec était majoritairement catholique, et la religion dominait la vie quotidienne. L'éducation des filles n'était pas obligatoire, et dépendait souvent des circonstances familiales et de l'influence religieuse. Les écoles des ordres religieux comme Eurocéline et la Congrégation de Notre-Dame étaient l'option principale pour les filles. Ces institutions privilégiaient l'alphabétisation, l'arithmétique, l'instruction religieuse et la formation domestique pour préparer les filles à des rôles traditionnels. Cordelia a fréquenté une école illustrant les possibilités éducatives offertes aux filles de sa communauté. À la fin de ses études, ses frères et sœurs étaient déjà adultes. Ses 3 sœurs étaient enseignantes, une profession respectée dans les années 1880, et un frère avait rejoint les ordres. Étant la plus jeune, Cordelia était souvent considérée comme un membre chéri de la famille, celle dont on prenait soin et que l'on soutenait. En 1889, sa vie changea lorsque Isidore Poirière, de 10 ans son aîné, la courtisa. Il était connu pour sa grande éthique de travail et sa nature honnête et fiable, ce qui, pour les parents de Cordelia, faisait de lui un prétendant acceptable. Les fiançailles furent brèves, et, le 4 novembre 1889, Cordelia et Isidore se marièrent à l'église de Saint-Connu. Ce fut un événement heureux, auquel assistèrent la famille et les amis. Au début, tout allait bien entre eux, mais avec le temps et l'absence d'enfants de Cordelia, des rumeurs se répandirent dans le village. Dans une société où avoir des enfants était jugé essentiel au mariage, leur situation suscita des commérages, reflétant les pressions et attentes sociales de l'époque. Ils vivaient dans une maison modeste, construite par Isidore, heureux de travailler et d'assurer le bien-être de sa femme. Cordelia aidait aussi aux revenus du foyer, en travaillant comme couturière et brodeuse pour soutenir financièrement le couple. Ensemble, ils menaient une vie humble mais respectable dans le petit village. Isidore était profondément dévoué à sa foi, respectant toutes les traditions d'un catholique fervent. Lui et Cordelia étaient membres actifs de la paroisse. Cordelia était surtout admirée pour ses talents musicaux. Elle était connue comme une organiste talentueuse et jouait souvent lors des offices religieux. Son talent était une source de fierté et faisait d'elle un membre précieux de la paroisse. Cordelia rencontra Samuel Pasleau pour la première fois à l'église. Issu d'une bonne famille, il était célibataire et homme à tout faire. Il travailla étroitement avec le mari de Cordelia, l'aidant dans des projets de menuiserie et diverses tâches à la maison des Poirières. Certaines tâches échappaient à Cordelia. Samuel les prenait en charge. Cela n'a fait qu'accroître les commérages locaux parmi ceux qui estimaient qu'elle négligeait ses devoirs d'épouse. La présence de Samuel devint de plus en plus familière, d'autant plus qu'Isidore devait souvent voyager pour le travail lorsqu'il y avait peu d'opportunités dans le village. En 1895, il accepta un emploi à Fresno, en Californie, laissant Cordelia à Saint-Connu. Le curé, Père Pinault, lui écrivit pour lui demander de rentrer chez lui. Le prêtre écrivit « Cher monsieur, revenez vite vers votre femme ou faites-la venir. » Père Pinault évita les accusations directes, mais suggéra de graves problèmes conjugaux. Le message était très clair et de nombreuses rumeurs circulaient sur Cordelia et Samuel. Mais Isidore ne semblait pas les prendre au sérieux. Il répondit au prêtre « Monsieur, je connais ma femme mieux que vous. » Comme souvent dans les communautés soudées, les ragots se propagèrent vite. Bientôt, il sembla que tout le village parlait de Cordelia Poirière et Samuel Pasleau, et de la façon dont ils semblaient exceptionnellement heureux en compagnie l'un de l'autre. Samuel, qui était né en 1863, était beaucoup plus proche en âge de Cordelia que son mari. Et comme Isidore était souvent absent pendant des semaines, beaucoup de gens au village pensaient désormais que Cordelia et Samuel avaient noué une relation qui dépassait les limites de ce qui était considéré comme socialement et moralement acceptable. Cependant, quand Isidore rentra, tout semblait normal avec sa femme, malgré les commérages du village. Bien qu'Isidore travaille dur et soit dévoué, le couple faisait face à des problèmes financiers et à une dette importante. La tension constante engendrait des conflits dans leur relation, aggravés par la dépendance croissante d'Isidore à l'alcool.
Sa consommation d'alcool, la pression au travail et l'instabilité financière du couple ont accentué la distance émotionnelle avec Cordelia. Bien sûr, les rumeurs colportées par les commères affirmaient que la consommation d'alcool d'Isidore était uniquement due aux prétendues infidélités de sa femme. Le 21 novembre 1897, Isidore est resté chez lui à Saint-Canute pour se reposer après une semaine de travail. Il est resté chez lui tranquille pendant que sa femme Cordelia suivait sa routine du dimanche. Elle est allée à l'église et a parlé à Samuel Parslow. Après que la congrégation se soit dispersée, Cordelia et Samuel sont retournés chez les Poirières. Il était maintenant le milieu de l'après-midi, mais leur visite fut brève. Cordelia partit chez ses parents, tandis que Samuel s'occupa de sa mère âgée. Cordelia passa la nuit chez ses parents et retourna au village le lendemain. Trouvant sa porte verrouillée, elle alla à l'église. Comme elle devait jouer de l'orgue pour une cérémonie de mariage, elle était en fait la seule personne de la paroisse disposée à jouer de l'orgue sans être rémunérée. Sa contribution à l'église était très appréciée par la congrégation et le clergé. Son talent et sa générosité insufflaient beauté et respect aux messes, mariages et événements, faisant d'elle un pilier de la communauté catholique. Malgré ses difficultés personnelles, Cordelia s'est toujours engagée à aider lors des activités religieuses. Après la messe, elle est rentrée chez elle. Cependant, à son arrivée, elle a trouvé la porte toujours verrouillée et n'a pas pu entrer. C'était vraiment très étrange, et Cordelia semblait devenir un peu mal à l'aise. Après quelques instants, elle a sollicité l'aide de son voisin Noé Bouvray, forgeron, qui est passé par la fenêtre pour ouvrir la maison de l'intérieur. Au lieu d'entrer, Cordelia lui demanda de fouiller. Elle paraissait hésitante, les yeux nerveux, craignant ce qu'il pourrait trouver. Monsieur Bouvray a regardé autour, puis, en entrant dans la chambre, a découvert une scène horrifiante. Le corps sans vie d'Isidore était sur le lit, la gorge tranchée, un couteau de boucher à côté. La pièce montrait des signes évidents de lutte. Sang sur mur et sol, meubles renversés, et il y avait des preuves qu'Isidore avait bu avant de rencontrer sa fin tragique, ce qui suggérait que l'alcool avait peut-être joué un rôle dans les événements ayant conduit à sa disparition tragique. La scène macabre bouleversa Cordelia au point qu'elle ne put expliquer ce qui s'était passé, son choc la rendant presque muette. La police a été contactée et est rapidement arrivée pour examiner les lieux. Ils se demandèrent si Isidore s'était blessé lui-même pendant la présence des enquêteurs. Cordelia, veuve, fut consolée par les voisins. Elle leur confia que son mari avait beaucoup bu ces derniers jours et qu'il n'était plus lui-même. Peinant à comprendre, elle exprima sa conviction qu'il s'était donné la mort. La raison du décès d'Isidore fut largement acceptée, et le lendemain, les journaux annoncèrent qu'il s'était donné la mort. Cependant, les enquêteurs examinèrent de plus près, et des incohérences dans les preuves commencèrent à apparaître. La gravité des blessures et le couteau de boucher près de la porte suggéraient un acte criminel plutôt qu'un geste de désespoir. Ils ont aussi trouvé l'empreinte d'une chaussure de femme sur le plancher ensanglanté. Bien que les enquêteurs se taisaient, ils étaient convaincus qu'Isidore avait été victime d'un meurtre délibéré et brutal. Anne Poirière, mère du défunt, a confié aux agents son profond choc face aux révélations sur la mort de son fils. Elle vivait avec ses 2 filles, toutes 2 employées dans une usine locale de bottes et de chaussures, et avait 3 autres fils qui étaient tous mariés. Elle a présenté Isidore comme travailleur, sobre, à la bonne conduite et sans mauvaises habitudes. Elle a insisté que, même s'il ne s'était jamais plaint de sa femme, elle soupçonnait que leur mariage n'était pas heureux. Elle a confié n'avoir pas vu sa belle-fille depuis plus de 4 ans, pensant que cet éloignement venait du refus de Cordelia de garder le contact avec la famille. Les agents ont jugé que sa déclaration renforçait le mystère et la tragédie entourant la mort prématurée de son fils. L'autopsie a confirmé qu'Isidore Poirière avait été violemment assassiné, une révélation qui a suscité peur et indignation. Dans le village clos de Saint-Canute, la communauté, peu habituée à une telle violence, est restée sous le choc face aux détails tragiques révélés. Cependant, leur choc grandit encore le 25 novembre quand les autorités arrêtèrent Cordelia Poirière et Samuel Parslow pour le crime. Tous 2 furent emmenés au commissariat pour être interrogés et nièrent toute implication, affirmant qu'ils n'avaient rien à voir avec la mort d'Isidore Poirière. Ils maintinrent cette version, mais sous la pression du détective McCaskill, Cordelia admit finalement qu'elle le savait. Samuel Parslow avait prévu de tuer son mari,
mais déclara n'y avoir pas participé directement. D'une manière calme et directe, elle raconta sa version des faits. Elle expliqua que Samuel Parslow l'a poussée depuis janvier à tuer son mari. Elle dit qu'ils en avaient en parlé plusieurs fois. À la mi-octobre, Samuel est allé à Montréal et a acheté un revolver. Mais quand il le lui a montré, Cordelia s'y est opposée, craignant que le bruit attire l'attention. Elle a dit qu'une semaine avant le crime, Samuel avait aiguisé un couteau de boucher et annoncé qu'il l'utiliserait. Cordelia a déclaré lui avoir déconseillé de tuer son mari, l'avertissant qu'il finirait forcément par se faire attraper. Malgré ses protestations, elle a dit qu'elle était certaine qu'il allait essayer de le faire. L'après-midi du crime, Cordelia a déclaré qu'elle avait quitté son domicile pour aller rendre visite à son père, alors qu'aucune discussion précise n'avait eu lieu entre elle et Samuel au sujet du plan. Elle a affirmé aux agents être convaincue que la vie de son mari allait finir. Le lendemain matin, rentrée chez elle, elle a dit au détective que Samuel l'avait regardée, sourit et dit en français « Je l'ai fait ». Cordelia a alors appris pour la première fois la mort de son mari. Elle a ajouté qu'à son arrivée chez elle, elle n'a pas pu entrer. Alors elle s'est rendue à l'église pour jouer de l'orgue lors de son mariage. En racontant cela au détective McCaskill, elle a exprimé sa frustration concernant sa détention, affirmant qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était retenue sans raison connue. Elle. Ses omissions révélèrent son implication accablante. Plus tard, le détective McCaskill l'a convaincu de répéter l'histoire devant d'autres officiers. Ce témoignage a révélé des incohérences et une indifférence inquiétante. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle considérait comme étant un complice dans un meurtre, elle a répondu « Quelqu'un qui retient un homme pendant qu'un autre le tue ». Cette réponse a révélé sa forte complicité et son absence de remords. Après l'aveu de Cordelia, l'inspecteur McCaskill fit avouer Samuel Parslow en affirmant que Cordelia l'avait totalement accusé. Cependant, la déposition de Samuel différait beaucoup de la sienne. Il affirma que Cordelia non seulement avait participé au meurtre, mais l'avait activement encouragé, selon Samuel. Tous les deux sont entrés dans la chambre pendant qu'Isidore dormait. Il s'est assis au bord du lit. Cordelia murmurait de l'autre côté « Tue-le, tue-le ». Samuel a décrit une scène chaotique. Il a dit avoir frappé Isidore avec le couteau de boucher, ce qui l'a surpris et réveillé. Une lutte intense s'ensuivit. Isidore tenta de se défendre et saisit même la lame dans la confusion. Samuel a ajouté qu'il l'avait poignardé et qu'Isidore était mort de ses blessures. Quand les agents ont demandé la suite, Samuel a dit que Cordelia et lui avaient simulé la scène pour faire croire à un suicide et placer le couteau près du corps. Le détective McCaskill a jugé la confession de Samuel Parslow plus crédible car elle correspondait davantage aux preuves matérielles trouvées dans la maison et sur le corps de l'homme décédé. La communauté de Saint-Canute a été choquée par les détails du crime et le sang-froid des suspects. Isidore a été enterré le 27 novembre. La majorité des villageois ont assisté à la cérémonie. À la suite de la conclusion de l'enquête préliminaire sur le meurtre d'Isidore Porrière, le magistrat a officiellement renvoyé Cordelia et Samuel devant la cour criminelle dont le procès devait débuter le 7 janvier 1898. L'affaire devenait un procès très attendu, suscitant un vif intérêt du public. Il fut décidé que monsieur le juge Taschereau présiderait le procès. Le procès débuta officiellement le 17 janvier, suscitant un large intérêt du public. La salle d'audience était comble, des journalistes de journaux impatients de rapporter chaque détail et des membres du public se pressant dans la galerie pour assister au débat. Dès le début, des preuves accablantes ont émergé. Le tribunal apprit qu'en février 1894, Isidore avait fait un testament laissant tout à sa femme. Mais quelques mois plus tard, des rumeurs sur le comportement de Cordelia ont circulé. Souvent vus avec Samuel Parslow, leur amitié intriguait toute la petite communauté. Malgré les efforts répétés de son père et du prêtre du village pour intervenir et la dissuader de fréquenter M. Parslow, Cordelia continuait, avec défi, à passer beaucoup de temps avec lui. Cela n'a fait qu'alimenter le scandale, jetant une ombre sur son mariage et l'éloignant encore davantage de ceux qui cherchaient à la ramener sur le droit chemin. Ces preuves dressèrent le portrait d'une femme dont les actes trahissaient non seulement son mari, mais défiaient aussi les attentes morales de sa communauté.
L'accusation a aussi indiqué que Cordelia avait convaincu son mari de souscrire une assurance vie de 2000 $ le 17 janvier 1897. Ensuite, elle a écrit au secrétaire de la compagnie d'assurance à Montréal pour demander si la police serait maintenue. Si son mari mourait dans des circonstances inhabituelles, comme s'il était assassiné, empoisonné ou disparu, et que ses restes étaient retrouvés plus tard, le secrétaire a répondu par écrit en octobre pour confirmer que la police serait bien versée. La prime n'ayant pas été payée, la compagnie a envoyé des rappels les 1er et 14 novembre annonçant la résiliation de la police. Si le paiement n'était pas effectué avant le 24, Cordelia a ignoré ses avis et n'a pas payé la prime. Lorsqu'elle a appris l'assassinat de son mari le 22 novembre, 2 jours avant l'expiration de la police, elle a tenté de réclamer les 2000 $. De nombreux témoins ont confirmé qu'ils étaient au courant de l'infidélité de Cordelia et tous ont déclaré qu'ils considéraient son mari comme un homme travailleur et honnête. Le 2 février 1898, Cordelia Porrière et Samuel Parslow ont été reconnus coupables du meurtre d'Isidore Porrière. Avant leur condamnation, un litige majeur a émergé sur l'admissibilité des aveux, contestés à cause de la méthode employée pour les recueillir. Le tribunal a finalement jugé ces aveux irrecevables comme preuve, entraînant de nouveaux procès pour les deux accusés. Le nouveau procès de Cordelia a débuté le 5 décembre 1898 et a duré 11 jours. Malgré les batailles juridiques et le regain d'attention, le résultat est resté inchangé. Elle a été reconnue coupable de meurtre et condamnée à la pendaison. Le procès de Samuel débute le 19 décembre, attirant une foule nombreuse et bruyante. La salle d'audience, bondée de spectateurs criant et se bousculant pour une place, était si chaotique que plusieurs femmes ont été blessées. Son procès a duré jusqu'au 29 décembre et, malgré la sympathie du public, le jury a rendu un verdict unanime de culpabilité à l'issue des 2 procès. Une pétition a été lancée pour demander la clémence envers Samuel Parslow, le jury et le public étant partagés sur sa culpabilité. Malgré tout, le juge a rendu une sentence sévère et ferme. Il a décrit M. Parslow comme un homme tombé sous l'influence d'une femme qui l'a poussé à tuer son mari. Il a aussi été condamné à mort. Cordelia et Samuel ont fait appel des verdicts, mais ont été rejetés. Le vendredi 10 mars 1899 à 8 h, Cordelia Porrière et Samuel Parslow ont été pendus à la prison de Saint-Scolastique. Ils ont tous deux été enterrés dans un cimetière à Saint-Connu. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours. Et j'espère vous retrouver tous pour le prochain Briefcase.